C'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech de Smartech. On est en direct à 10h45. Vous nous regardez sur la chaîne Bismart. On va parler aujourd'hui avec Margarita Zlatkova, vice-présidente de la commission nouveaux environnements publicitaires de l'Alliance Digitale. On va parler de la pub ciblée et de ces Français qui seraient prêts à payer ces services gratuits du numérique pour éviter d'être tracés, à voir. Et puis on va voir comment toutes ces mentalités évoluent. On va pas seulement débattre de ça, on va aussi s'intéresser au projet de loi de finances. On va s'intéresser à cette taxe GAFAM qui a été votée, doublée même. On va en parler avec Alain Garnier, le PDG de Jamesport, avec Philippe Legrand, le vice-président d'Infranum et président de Téléos. On va aussi s'intéresser à Grokipédia, GPT, Atlas, tous ces sujets. On va les discuter, mais on va surtout les débattre et donner notre avis avec carton rouge, carton vert. Préparez vos cartons. Tous les trois, tous les quatre, on va s'engager sur ces thématiques. Mais je voulais qu'on commence avec la Paris Games Week, puisque c'est son ouverture aujourd'hui, de ce grand salon du jeu vidéo, pour voir un peu ce qui se passe du côté du marché du jeu. On est connecté avec James Rebourg. Bonjour. Bonjour. Vous nous entendez bien? Vous êtes directement sur le salon, puisque c'est le moment de l'ouverture. Vous êtes le président du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Vous êtes aussi le directeur général de Playon France, qui est éditeur et producteur indépendant de jeux. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce marché du jeu vidéo en 2025, si on peut comparer à l'année précédente, et puis surtout à l'écosystème? Comment vous trouvez cet écosystème français, hein, qu'on sait très très important dans ce domaine? Vous le trouvez toujours aussi en forme en France? Alors, sur le marché de la consommation de jeux vidéo, donc on est effectivement sur une très bonne tendance sur l'année 2025. On va certainement finir de manière positive sur la fin d'année, alors essentiellement tiré par le lancement de la nouvelle console Nintendo Switch. De ce côté-là, donc, on a également aussi un très beau catalogue apporté par beaucoup d'éditeurs. Sur le marché aujourd'hui de la production, donc tout ce qui est création et développement, on a la chance d'avoir en France tout un réseau très conséquent en fait, de studios, plus de 800 studios en fait en France qui existent. Et ce qui fait vraiment la force de l'écosystème de développement et de création en France, c'est d'avoir donc un leader mondial comme Ubisoft, mais également des gros acteurs très conséquents comme à la fois Nacon, également Dontnod ou également Focus, et après tout un maillage de différents types de studios. Et tout ça fait qu'aujourd'hui en France, on a vraiment un talent créatif qui permet à la fois de développer technologiquement des jeux de qualité tout en émettant une forte dimension narrative. Et le chiffre d'affaires 2025 en France, il est à la hausse, j'imagine, au niveau mondial. Est-ce que la France suit la même croissance, la même courbe? Alors clairement, la France suit la même courbe. On est actuellement sur un marché de croissance quand on prend le comparable à fin septembre entre 25 versus 24. Et on va effectivement finir en année positive. L'année dernière, on était sur un chiffre de 5,6 milliards en France. Au niveau mondial, on est sur un chiffre qui est à 180 millions de dollars. Donc oui, effectivement, le marché se porte bien. Le gros intérêt du marché du jeu vidéo, c'est qu'on est sur un marché créatif. Et ce qui fait effectivement le chiffre de vente, c'est clairement que c'est un marché d'offres. Donc plus vous avez des titres de qualité, un engagement de la part des joueurs, et plus vous avez capacité à pouvoir effectivement tirer ce type de marché. Alors moi, j'en parlais avec Olivier Mocco de l'Observatoire des jeux vidéo, qui disait on se rend pas compte en fait de la puissance de la France, hein, dans ce domaine qui est un domaine du numérique. Voilà, on a donc quand même des forces, on a même des géants, on peut dire, hein, dans le jeu vidéo, mais pas forcément une conscience très éveillée là-dessus. Et on s'en sert pas tellement. Je le vois pas utilisé comme une arme géopolitique. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, moi, je suis Alors, complètement Alain? d'accord avec ce que tu Ouais. viens de dire. C'est-à-dire que, en fait, on est en numérique, on sait bien qu'on est un peu dominé, mais sauf que là, on est également producteur en fait de primaire en fait d'éléments, et puis on est précurseur. On a des géants. Il se trouve qu'effectivement, on le met pas en avant d'un point de vue, j'ai envie de dire, de la part des pouvoirs publics, mais également, par exemple, si on prend Ubisoft, parce qu'il faut quand même le nommer, il est pas non plus dans le débat public. Ce sont des gens qui ont toujours voulu être plutôt un peu dans l'ombre. C'est vrai. Ils sont basés à Montreuil, qui est ma ville de voilà. Et ben par exemple, je sais qu'ils n'ont jamais rien voulu faire de local parce qu'ils veulent pas justement s'impliquer. Voilà. C'est pas leur logique. Donc effectivement, on a peut-être un déficit d'image à propulser au niveau des Français. Et justement avoir la fierté aussi à l'heure où justement tout le monde maintenant fait des jeux vidéo, hein, de 7 à 77 ans, de dire que c'est pas un problème. C'est une vraie économie, une économie de loisirs. Et ça, pour ça, on peut en être fier. On devrait en être très fier. Eh oui, parce que James Rebourg, là, j'ai vu les derniers chiffres de l'enquête du CEL qui nous dit que 40,2
millions de Français ont joué au moins une fois à un jeu. C'est un niveau jamais atteint, donc on ne parle pas juste des gamers, là, on parle vraiment de l'ensemble de la population française et d'une activité puissante dans le numérique. Mais pourtant, c'est vrai qu'on a l'impression que cet écosystème veut rester un peu à part dans son silo. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, en fait, 7 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo une fois au moins par an, et les 3 quarts jouent quand même de manière hebdomadaire. Alors la raison pour laquelle, en termes de ce qu'on appelle de marché culturel comparativement à la fois au cinéma ou à la musique, pourquoi on est un peu moins mis en tête d'affiche? C'est pour une raison très simple, c'est que la force du jeu vidéo, c'est que c'est avant tout une œuvre créative, complexe et surtout collective, avec plein de métiers qui s'inscrivent pour créer un jeu vidéo. Et à travers la comparaison qu'on peut avoir potentiellement sur de la musique ou potentiellement sur du cinéma, où souvent on a des célébrités, des stars qui vont se mettre en avant, qui vont le promouvoir au niveau des médias. Le jeu vidéo, quelque part, cet œuvre collective fait qu'on n'a pas vraiment de porte-parole. Et c'est un peu aujourd'hui notre frein. Alors, ce qu'on souhaite faire, bien évidemment, c'est de pouvoir pousser effectivement tous ces talents. Si vous prenez le cas de cette année, on a la chance d'avoir quand même 2 studios français qui ont créé 2 jeux qui ont été des vrais succès mondiaux, et je dis bien mondiaux, respectivement Clair Obscur Expédition 33 et également Rematch. Et on a aujourd'hui effectivement quand même, alors quand on disait qu'on n'est pas soutenu par les pouvoirs publics, c'est pas vrai. On a aujourd'hui un vrai soutien à la fois qui est opéré par le CNC avec une salle à culture et également en fait Bercy à travers son d'action. En l'occurrence, un crédit d'impôt que l'on développe aujourd'hui. Et si vous prenez véritablement aujourd'hui cette lecture qu'ont les pouvoirs publics, comme tout le monde sait que c'est le premier loisir culturel mondial, il y a un vrai soutien qui aujourd'hui est opéré. Ouais, c'est intéressant cette histoire d'incarnation, de défaut d'incarnation dans le jeu vidéo. Alors, si je peux me permettre, c'est intéressant effectivement, et d'autant plus que l'industrie du jeu vidéo a dépassé quand même en chiffre d'affaires l'industrie du cinéma. C'est quand même très important. Et on a la chance en France d'être adossé à un marché national assez porteur. On pèse quand même 3% du marché mondial des jeux vidéo en consommation. Donc on est adossé quand même à un socle solide, et il est probable que l'incarnation des jeux vidéo puisse passer aussi par les célébrités, ça a été évoqué à l'instant. Je pense que le e-sport est une façon aussi de démocratiser et de porter les couleurs du jeu vidéo à la française. Et d'avoir des stars aussi. On a des stars d'ailleurs du e-sport en France, mais qui sont méconnues actuellement. Margarita, vous laissez vos enfants jouer? Un petit peu. Parce qu'il y a aussi ça, il y a l'image du jeu vidéo chez les enfants, ça fait un peu écho avec toutes les polémiques autour des écrans. À titre personnel, moi j'adore quand mon fils joue parce que je l'entends se marrer. Enfin, voilà, il rit, il est connecté avec ses copains, et je préfère ça 10 000 fois à une connexion sur un réseau social. Je suis tout à fait d'accord, et j'ai la même réflexion. J'aime bien quand ma fille joue. Alors pour l'instant, elle est au stade de Mario, on en discutait tout à l'heure. Mais elle est effectivement, il y a beaucoup de réflexions aussi. Il y a des jeux qui sont faits aussi pour les enfants. Ouais. On n'a pas que les jeux un peu sanglants où on voit effectivement des têtes éclatées, où on pourrait avoir un peu de, nous en tant que parents, un peu de réaction de non, je ne vais pas laisser mon enfant. Il y a aussi des jeux de réflexion, il y a aussi des jeux qui permettent de travailler en collaboration. Après, effectivement, en tant que parent, c'est toujours de limiter le temps d'écran. Il y a toujours une petite limite en disant, bon, au bout de 30 minutes, tu arrêtes et tu reviendras plus tard. Les activités de loisirs. Exactement. Mais ça en fait partie, clairement, on est d'accord. Donc, on va tous aller à la Paris Games Week, je pense. Ouais, c'est clair. James, merci d'avoir été connecté avec nous. On vous libère parce que, voilà, je sais que c'est un moment très chargé pour vous. Et on vous verra peut-être sur place. Merci à vous. À tout à l'heure. À très grand. Nous, on va continuer. Alors là, je vais vous demander de sortir vos cartons rouges, cartons verts. On n'a pas tellement eu à le faire sur le sujet du jeu. On est à peu près tous d'accord. Là, on va parler de l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale à une très large majorité du doublement de la taxe sur les services numériques, donc qui vise essentiellement les GAFAM. C'était mardi soir. Vous auriez été dans la Chambre. Vous auriez voté pour ou contre? Allez, sortez vos cartons, je veux tout voir. Allez, moi aussi, je m'engage. Quoi. Alors, ce que je vois... Alors, attendez, parce que là, on ne voit pas très bien. Si on peut avoir une vue un peu plus découpée de chaque vote. Margarita et Philippe, vous ne vous engagez pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si, on s'engage. Comment ça? Il y a du pour et du contre. Ah bah oui, mais il y a toujours du pour et du contre. Mais vous auriez voté? Vous n'auriez pas voté? Non, mais comme c'est pas un amendement porté par un député de la République En Marche, enfin de l'Ensemble pour la République, donc je fais un vote en même temps. Ok. Mais ceci dit, non, mais il est justifié. D'abord, enfin, si je dégaine en premier, d'abord le côté vert, le côté positif, c'est qu'effectivement, c'est pas la première fois que je réclame d'ailleurs cette taxe sur les GAFAM, donc évidemment j'en suis très heureux, mais à condition qu'elle contribue au financement des réseaux. C'est à ce titre
qu'il me semble que les GAFAM doivent contribuer fiscalement pour financer les réseaux dont ils sont les principaux utilisateurs. Mais j'ai quand même un avis un peu plus mitigé. Un petit carton rouge quand même. Un petit carton rouge parce que il y a un danger. D'ailleurs, il y a eu une marche arrière. On était au début parti sur du 15%, on est redescendu à 6%, ce qui prévoit donc un doublement de cette taxe GAFAM qui passerait de 800 millions à 1,6 milliard en fait, pour un chiffre d'affaires des GAFAM qui est aux alentours de 24 milliards. Il y a eu un changement aussi du seuil. Oui, voilà, c'est ça. On est passé. L'intention initiale était de passer à 15% et on est redescendu à 6% pour une raison objective. Non, du seuil du chiffre d'affaires, pardon. Oui, du seuil du chiffre d'affaires. Alors, des entreprises concernées. Oui, qui a été rehaussé. Qui a été rehaussé, et d'autant plus que le chiffre d'affaires déclaré, il y a un vrai sujet là-dessus, n'est pas forcément le réel chiffre d'affaires constaté. Donc, il y a un vrai débat. Mais je pense qu'il y a un risque, malgré tout, à le faire seul en Europe. Un risque de représailles. Certains ont évoqué, attention aux répercussions sur le vin et autres. Donc je pense qu'il aurait mieux valu, dans l'idéal, avoir un tir groupé de l'Europe sur cette taxe GAFAM. Maintenant, alors on va écouter Roland Lescure, le ministre, justement. Si on introduit une taxe sur les services numériques disproportionnée, on aura des représailles disproportionnées. Alors, pas peur des représailles, Alain Garnier? Est-ce que vous avez voté vert comme moi, je crois? Moi, j'ai voté vert parce que je pense que justement, il faut sortir de ce syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que ce que fait systématiquement Trump, c'est qu'effectivement, il met des choses disproportionnées, il revient en arrière. Et nous, on est gentils quand on pense qu'on a justement gagné. Et d'ailleurs, souvent, il baisse de 2 points et puis on est tout content de notre victoire. Non, il faut reprendre du terrain là-dessus. Ce qui se passe quand il y a eu l'augmentation de la taxe GAFAM, ils ont augmenté leur prix. Tout le monde dit « Ah, quelle horreur, les consommateurs ont payé plus cher. Oui. » Mais non, quel bonheur. Du coup, les outils américains vont coûter plus cher. Et à un moment donné, on va acheter européen. Donc, je pense qu'il faut l'utiliser comme une arme de la même façon que l'utilise Trump. Oui, mais là, Alain... Il faut arrêter d'avoir peur de ça. Le fait d'avoir des représailles... Petit bémol quand même. Si les prix augmentent, donc quand même pour les clients entreprises, c'est de ça dont on parle, les entreprises sont tellement pieds et mains liés qu'elles vont être obligées de payer. Eh bien, ça veut dire... Je fais remarquer que déjà aujourd'hui, les Américains augmentent leur prix de 20 à 30% par an. Donc, la question est de savoir... Mais c'est pour ça que je dis syndrome de Stockholm. Ça veut dire qu'ils augmentent leur prix de manière mécanique tous les ans. Et nous, on dirait, ah non, mais potentiellement, vu qu'ils vont encore l'augmenter, on ne va pas mettre de taxes. Donc demain, qu'est-ce qui va se passer, Delphine, si je suis... Il faudrait presque même qu'on mette une incitation, parce que s'ils augmentent de 20%, on va donner 20% aux entreprises pour pas qu'elles augmentent. Non, il faut justement les mettre face à leur réalité de dépendance pour que cette dépendance s'arrête. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est essentiel par rapport à ça, et que justement, il faut être fort là-dessus. On a été faible d'ailleurs sur la séquence. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Les Américains continuent à gagner des parts de marché. Donc, il faut être fort, il ne faut pas avoir peur des représailles, parce que les représailles, en fait, à un moment donné, si on regarde le vin, systématiquement, elles font peur à un moment donné, mais sur le long terme, de toute façon, ça se rééquilibre. Moi, je pense qu'il faut justement reprendre une logique de puissance, d'autant plus qu'on est respecté par Trump, Poutine, Xi Jinping, quand on est puissant et non pas quand on est faible. Voilà. Margarita, pourquoi alors cette hésitation entre pour et contre? Rouge, et pour répondre à Alain, moi je suis assez d'accord avec lui sur... vert d'abord. Vert d'abord. Vert pour répondre à Alain, moi je suis d'accord avec lui, je pense que c'est un geste fort, je pense que c'est une intention forte de montrer effectivement que la France a sa place et qu'on peut aussi avoir notre souveraineté fiscale, qu'on n'attend pas l'Europe, qu'on n'attend pas l'OCDE et qu'on fait les choses pour effectivement mettre aussi un peu de pression et aller dans le sens où il faut que les plateformes payent là où elles font leur activité. Okay. Et ça, je pense que c'est un geste très fort. Là où, par contre, moi, je mets un carton rouge, du coup, Alain, c'est justement sur le deuxième sujet, c'est sur le fait qu'effectivement, c'est répercuté sur les consommateurs. Et je pense qu'ils vont faire de la même manière. Et ce qui s'est passé énormément, c'est que, non, malheureusement, les entreprises ne se sont pas détournées des Américains ou en très faible valeur. Et je pense que c'est ça le souci qui peut aussi arriver. Google a dit, je répercute chez les annonceurs. Ce que les annonceurs ont fait, c'est qu'ils ont pris un petit peu de l'open web, ils l'ont remis chez Google en disant, j'ai pas assez de sous pour Google, Google est incontournable, je vais prendre de l'autre côté. Ah oui. Et ça, pour moi, ça fragilise encore plus l'open web. Exactement, ça s'est passé aussi sur Apple. C'est l'effet pervers que moi je vois. Et là où moi je pense qu'on aurait beaucoup plus de valeur à imposer une taxation comme ça, ce n'est pas sur le chiffre d'affaires, parce que lui, il impacte les consommateurs directement, c'est sur le bénéfice. Je trouve que l'OCDE est parti plutôt dans une optique qui me semble beaucoup plus logique pour mettre le poids sur la plateforme et non pas sur les consommateurs, qu'ils soient B2B ou B2C, c'est de taxer les bénéfices excédentaires et non pas s'appuyer sur le chiffre d'affaires. Donc, ça sera sur le chiffre d'affaires
ça ira chez le consommateur. Et puis c'est vrai que il y a cette discussion. Alors on est beaucoup dans les sujets de fiscalité quand même hein, au niveau français. Alors moi, j'ai donné voilà un vote pour parce que effectivement, on a envie que les GAFAM participent davantage quand même hein, à notre économie, puisqu'ils en tirent quand même des bénéfices énormes. Aujourd'hui, on est une société de consommateurs de produits de GAFAM, donc voilà, il n'y a pas de raison. Pour moi, ce sujet de la fiscalité, il suffit pas, et je rejoins Philippe sur la nécessité de réouvrir la discussion sur le faire cher, et peut-être d'imposer des règles sur la consommation énergétique, parce que c'est vrai qu'on a dit vert, ça peut faire penser un peu aux écolos, mais il n'y a pas du tout cette notion pour l'instant. Or, voilà, ces grosses plateformes, elles consomment énormément aujourd'hui de ressources énergétiques. Ça pose un problème à la planète. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas aussi penser à ce niveau-là, au niveau européen, en termes de ressources énergétiques? Où en est cette discussion du faire cher, Philippe, que vous avez suivi de près Alors, européen? Oui, alors, depuis longtemps, hein, c'est un serpent de mer. Hein. Donc, la discussion avait été abandonnée sur l'autel de la négociation calamiteuse hein, sur les droits de douane. J'espère que le sujet n'est pas définitivement enterré et qu'il reviendra. Ouais. Je suis d'accord avec Alain. Pour être respecté, il faut être fort. Donc là, c'est vraiment un point totalement positif et il ne faut pas hésiter. Pour autant, il faut hésiter collectivement. La France est malheureusement trop faible pour peser seule, y compris sur le débat du faire cher, dans cette économie globale. La France est trop seule. Il faut l'Europe et une Europe forte, et c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Mhm. Et effectivement, cette taxe, elle va aller dans quelle poche après hein, ça? Non, mais c'est une question intéressante. Est-ce que ça va participer au financement des réseaux? Non, Est-ce que c'est ça va bon. participer à l'écosystème Non. numérique français? Non Non, affecté. vous êtes- Étant Non, mais aujourd'hui, Voilà. le budget français, et c'est de pire en pire, est totalement fongible. C'est-à-dire qu'on avait même une séparation avant entre la partie santé, par exemple, la partie retraite et la partie dépenses de l'État. Aujourd'hui, il y a eu une première réunification, une deuxième réunification. Aujourd'hui, tout est fongible. Donc, c'est plus comme avant, on disait, la vignette, c'est pour payer la retraite des vieux. C'est fini, ça. Aujourd'hui, tout est fongible dans le budget. On peut d'ailleurs s'interroger si c'était une bonne chose, parce qu'à l'époque, on avait au moins 3 grands équilibres qui étaient tenus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on ne sait plus si c'est l'État, par exemple, qui dépense trop, ou si c'est les retraites, etc. Donc, je pense que ça, aujourd'hui, tout est Du coup, fongible. ça, Voilà. c'est flou en matière de stratégie et de Je priorité. pense que c'est malheureusement voilà. Mais là, on rentre dans un débat qui dépasse le numérique. Mais... Absolument. Eh ben, on va rester chez nous. On va parler de notre autre sujet. Les Français sont-ils prêts à payer pour des services en ligne sans publicité? C'est la question qu'a posée la CNIL. Enfin, plus précisément, elle a mandaté l'Institut de sondage Harris Interactive pour mener cette enquête. Le constat, donc, on aurait entre 25 et 48% des internautes qui seraient prêts à transformer leur accès gratuit, financé par la pub, hein, en un abonnement payant, exempt de tout ciblage publicitaire. Alors oui, moi je dois dire que je suis un peu tombée de ma chaise quand j'ai découvert ça. Peut-être pas vous, Margarita. Non, pas moi, parce qu'effectivement, il y a plusieurs tendances. La première, c'est le fait que les consommateurs sont de plus en plus conscients du fait que leur vie privée a un prix. Et ils commencent à y attribuer un prix, à savoir ce qu'ils sont prêts à accepter ou non avec leur vie privée. Donc non, pas du tout. Et le deuxième constat pour moi, c'est qu'il faut faire la part des types de services qu'ils sont prêts à payer. La première chose, c'est que là où nous avons des pourcentages Alors de là, c'est personnes pas une très bonne nouvelle, oui. Enfin, en là tout cas où pour les nous. personnes sont prêtes à payer, c'est le plus dans les domaines qui sont déjà payants de base, où le C'est modèle économique était déjà payant. Donc la musique en ligne, la VOD, le streaming, c'est là où les gens ont déjà l'habitude de payer, donc c'est beaucoup plus facile. Ouais. Mais ce qui est intéressant, et moi ce que je vois, c'est l'arrivée de la presse ici, et l'arrivée de l'information de qualité. Il y a quand même 28% de mémoire qui sont prêts à payer pour avoir accès à l'information. Et pour moi, ça, c'est la vraie nouvelle valeur importante de ce sondage-là. C'est que les gens commencent à s'intéresser. C'est pas juste les réseaux sociaux, c'est pas juste Meta qui a fait beaucoup de bruit avec le pay au consent. Il y a pas mal de gens qui auront accepté de payer. Mais là, on parle vraiment de Enfin, non, qui ont l'information accepté de ne pas payer, qui ont accepté d'être d'être, ciblés. Mais un peu les deux, parce qu'il y a Ah oui aussi un nombre beaucoup plus important que moi je pensais de gens qui ont accepté à payer en disant je ne veux pas de publicité. Mais ça nous donne un autre Mais signal ce chiffre, fort. il est très minoritaire. Il est très minoritaire si on regarde la globalité. C'est juste qu'il est étonnant parce qu'on s'attendait à Quelques-uns ont fait cette démarche. effectivement. Certes. On s'attendait à 0 et en fait quelques-uns ont fait cette démarche-là. Ce que moi je trouve aussi intéressant, c'est le fait que l'étude de la CNIL permet de valider un peu le concept de payer ou consentir, c'est-à-dire de donner le choix à l'utilisateur.
Effectivement, on peut se dire que dans certains domaines, c'est minoritaire et ce n'est pas la majorité des consommateurs qui sont prêts à payer. Ils ont aussi des prix sur lesquels ils sont prêts à s'engager et sur lesquels ils ne vont pas y aller. Mais par contre, c'est aussi leur volonté d'avoir un choix. Alors justement, moi je voulais aussi qu'on s'engage avec carton rouge, carton vert sur ce consentir ou payer. Est-ce que vous êtes pour ce concept et pour qu'il se déploie et qu'il s'impose sur Internet? On choisit entre être ciblé publicitairement ou payer. Vous êtes pour ou contre? Ouais. Merci Alain, je me sens moins seule. Oui, divisé. Mais le diable est souvent dans les intentions, c'est-à-dire, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce qu'en fait, pour moi, ça renvoie à une dimension de quelle société on construit avec ça. Parce que qui est capable de payer plusieurs abonnements, etc. On retrouve une problématique, et d'ailleurs on le voit, qui a par exemple paye, c'est des CSP+. Donc en fait, on se retrouve en fait après avec une société du rapport au numérique qui est d'un côté des gens qui ont les moyens finalement d'être exempts de ces problèmes de publicité, etc. Et donc on renforce aussi une inégalité sociale et culturelle. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que d'un côté, et d'ailleurs, on le voit par exemple aux États-Unis, sur l'accès à la nourriture, on a la même chose. Ouais. Le problème de l'accès à la nourriture aujourd'hui aux États-Unis, c'est que vous avez des populations pauvres qui ont accès à de la malbouffe, parce qu'elle coûte moins cher, et des populations aisées qui, eux, vivent en bonne santé. Et d'ailleurs, l'écart est colossal en termes d'espérance de vie. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va creuser l'espérance de culture, l'espérance d'ascension sociale. D'un côté, on pourra aller avoir du Proust. De l'autre côté, effectivement, on n'aura pas ça. Moi, vraiment, je pense que c'est une FBI, ce que j'appelle une FBI, une fausse bonne idée. Alors que le système de socialisation, comme on l'a fait avec la musique, par exemple, voilà, c'est vrai pour tout le monde, etc., me paraissent beaucoup plus, plus tenables à long terme. Voilà. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis contre ce principe parce que je trouve que ça crée une fracture numérique supplémentaire, entre ceux qui ont les moyens de payer et puis ceux qui seront obligés de subir le ciblage publicitaire, avec tout ce qu'on sait derrière de ce que ça veut dire en termes d'influence sur les opinions. Et puis, autre chose, c'est que je me dis, qui va accepter finalement de payer? Parce qu'on se dit, si je peux l'avoir gratuitement, pourquoi payer? Donc, il y a quand même une question un peu biaisée là-dessus. Alors, je veux bien entendre les pour. Oui, moi je suis pour, parce que pour cette raison d'influence. Tout ce qui contribuera à nous permettre de nous sortir de l'influence massive et dévastatrice doit être encouragé. Alors, je suis d'accord pour dire que la vie est inégalitaire au sens large. Enfin, elle l'est partout. Mais là, il ne s'agit pas de priver d'un droit ou d'un accès à la culture ou d'une information une certaine population. Il s'agit de permettre à ceux qui sont prêts à payer pour ça de s'affranchir de cette contrainte. Alors, par contre, j'entends tout à fait le débat égalitaire qui correspond au fait de dire que tout le monde doit pouvoir avoir accès à cette culture de façon qualitative et sur le même pied d'égalité. Ça, je l'entends bien. On ne résoudra pas tous les problèmes avec le numérique, mais tout ce qui ira dans le sens de l'affranchissement de cette influence massive. Par exemple, moi, je serais prêt à payer pour mes enfants, pour qu'il n'y ait pas de publicité qui les influe et qui, à un âge où ils peuvent être fragiles, les conditionnerait dans leur raisonnement. Donc, c'est un investissement que je serais prêt à faire, plus que pour moi d'ailleurs. Oui. Donc, je suis totalement favorable à cette mesure. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres options? On a quand même un RGPD qui est censé nous protéger et pas nous obliger à payer pour pas être ciblés. Donc, on a peut-être d'autres moyens quand même de se protéger. Du coup, justement, moi, je suis sur un pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vois aussi l'autre côté, parce que je travaille aussi avec les éditeurs. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, 38% des investissements, en fait, de leurs revenus provient de la publicité. Bien derrière les abonnements qui représentent à peine 23%. Oui. Donc, avec ça, ils ne peuvent pas vivre. Et aussi devant les aides des pouvoirs publics qui représentent que 32%. Et donc, finalement, si on regarde tout ça, si on veut avoir, et je suis d'accord avec vous, effectivement, sur l'influence, mais si on veut avoir accès à de l'information libre, éclairée, non pas influencée, il faut qu'on favorise aussi les éditeurs libres, ceux qui vivent aussi de la publicité. Et effectivement, moi, je pense qu'il peut y avoir un équilibre entre le fait, oui, permettre à ceux qui le souhaitent de payer, effectivement, donner le choix à ceux qui ne le peuvent pas, de donner leur consentement pour être tracés, mais en même temps en construisant une publicité plus éthique. C'est ce que l'industrie est en train de faire. C'est l'émergence est très importante depuis 2020 du contextuel, du ciblage contextuel, qui du coup ne s'attache pas à connaître l'utilisateur et n'a aucune connaissance de lui, ni n'est capable de le suivre dans sa navigation, mais s'attache plutôt au contenu qu'il lit. Il va lire
des contenus qui parlent de musique, je vais les proposer plutôt à Apple Music ou un annonceur qui parle de musique, c'est de contextualiser la publicité par rapport à la lecture. Et on a une récente étude qui date du mois de juin cette année pour The Good Advertising qui a été publiée récemment, qui dit que 70% des utilisateurs acceptent la publicité si elle est ciblée, si elle leur parle par rapport à leurs intérêts. Donc je pense qu'il faut en fait suivre cette tendance-là et continuer à... Oui, il y a le RGPD, il y a aussi l'auto-éthique de notre industrie qui doit continuer à aller vers le sens de moins surexposer les utilisateurs, c'est-à-dire de moins les presser avec des publicités dans tous les sens. Mais ça ne pourrait arriver que quand les éditeurs seront en équilibre financier, ce qui leur permettra un petit peu défricher leur site, d'enlever des espaces publicitaires pour n'en laisser que quelques-uns revenir à un modèle plus vertueux. Ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Bon, mais peut-être que tout ce débat est complètement dépassé avec ChatGPT qui arrive dans Atlas, le navigateur, puisque maintenant, visiblement, les agents cliquent sur les bannières de cookies pour dépasser tous les obstacles. Vous dites quoi, vous, à ces nouveaux navigateurs boostés à l'IA? Vous dites carton vert ou carton rouge? Alors moi, là, c'est moi qui... Oh là là, j'ai honte. J'ai du mal, là, à me décider. Alors, Alain? Non, parce que moi, je pense que c'est la logique. Les outils, à mon avis, convergent. On a d'un côté l'utilisation de l'IA. Voilà, on va faire du chat justement pour avoir des réponses. De l'autre, on navigue. Je veux dire, pourquoi être obligé de faire des copier-coller entre les deux? C'est logique que ça se fasse. Par contre, sur l'usage, tu m'as posé la question et tu nous as posé la question sur l'usage. Après, le fait que ce soit concentré dans les mains d'une seule boîte va poser un autre problème. Parce qu'en fait, ce que veut faire ChatGPT, là, c'est détrôner Google, point. Donc là, il y a un problème de remplacement d'un dominant par un autre. Exactement. Il est là, le problème. Ouais. Mais par contre, l'usage en tant que tel est pas... sûr. Mais non, mais oui. Donc, c'est différent avec les questions qu'on a posées avant. C'est vrai. Voilà. Tout à fait. S'il y avait 10 équivalents browser, voilà. Il y en a d'ailleurs un Européen qui s'appelle Vivaldi. S'il évolue avec Après, l'IA... moi, j'ai mis quand même aussi sur l'usage un petit carton rouge, au sens où il faut que ce soit hyper transparent. Qu'est-ce qui vient de la recherche pure? Comme d'ailleurs sur les moteurs de recherche, aujourd'hui, on nous indique ce qui est sponsorisé. Voilà, il faut que ce soit très, très clair sur ce qui est ramené par les agents. C'est exactement la raison. On n'a plus que 30 secondes. Allez. Nous passons du navigateur au compagnon. Il ne faudrait pas que le compagnon devienne un tuteur. Pour autant, c'est le sens de l'histoire et il faut surtout qu'on sorte un French Atlas avec, bien entendu, l'éthique qui est derrière et qu'on peut revendiquer. Ok, Margarita. Je suis tout à fait alignée, effectivement, sur l'usage, mais aussi sur le côté, il faudrait qu'on ait aussi des acteurs européens qui soient capables de fournir le service avec les règles européennes et le respect des consommateurs français. Et les nouveaux défis que ça pose avec les agents IA qui décident pour nous, sur ce qu'on fait avec nos données et nos navigations. Merci beaucoup Alain Garnier de Jamespot, Philippe Legrand de Téléos et pour Infranum aussi, et Margarita Zlatkova pour l'Alliance Digitale d'avoir été avec moi dans cette première formule. Carton rouge, carton vert. À très bientôt sur la chaîne Bismart. Merci beaucoup.